Je voudrais maintenant donner la parole à Michel Badré. Merci de m'avoir invité. Donc, les organisateurs m'ont proposé d'être un grand témoin. Grand, je ne sais pas comment ça se décide, mais témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a un peu réfléchi éventuellement, qui a pu aussi participer à quelques opérations, qui utilise sa mémoire. La mémoire n'est pas toujours fidèle, mais surtout, il faut savoir de quel pas de porte il s'exprime, d'où on parle, comme on disait en mai 68. Et pour ma part, je parlerai de 3 pas de porte. Le premier pas de porte, c'est celui de la forêt publique, de la gestion à l'ONF, de la politique forestière publique, et ça couvre la période des années 70 jusqu'au début des années 2000. Le deuxième, c'est celui des politiques environnementales et de leur insertion dans les débats de société. C'est en gros les 2 premières décennies de ce siècle. Et le troisième pas de porte, c'est celui d'une petite forêt privée dont il se trouve pour des raisons familiales que j'assure la gestion depuis un moment à la suite de mon père. Donc je vais parcourir ces 3 volets différents si vous le voulez bien. Donc je commence par la gestion des forêts publiques et dans la première période, les années 70, que j'ai baptisé ici le calme avant les tempêtes, c'est en tout cas le souvenir que j'en ai, avec 2 ou 3 caractéristiques de cette période qui me paraît important de rappeler au titre des crises. La première, c'est qu'on ne parle pas de crise de forêt à ce moment-là, on parle de crise du pétrole, on n'arrête pas de le dire, mais crise de forêt, ça n'existe pas. La deuxième, c'est que la gestion forestière paraît assez consensuelle et elle est assez bien résumée dans un article très connu de Louis Bourgenot, qui était directeur technique de l'ONF à l'époque, qui est paru dans la revue forestière en 73, qui s'appelait Forêt vierge et forêt cultivée. Je vous y renvoie, ça donne une assez bonne image de la gestion publique telle qu'elle était conçue par tout le monde à l'époque. Par tout le monde, par le corps forestier plutôt. Caractéristique suivante, le prix du bois. Vous l'avez vu sur une des diapos de Jean-Luc, à l'époque l'ONF est riche, il est de plus en plus riche, les prix du bois doublent. C'est important pour notre sujet parce que ça veut dire que les gestionnaires ne sont pas trop limités par les moyens financiers, y compris pour faire de la gestion aux besoins artificiels. On n'a pas de contraintes de ce côté-là. Caractéristique suivante encore, les souvenirs que j'ai de la recherche à cette époque-là, vu depuis un gestionnaire, pas du tout chercheur, c'était qu'on parlait des tables de production, c'était un peu le top du top dans la logique du FFN. On parlait des débuts de la filière bois, c'est le moment où le labo d'économie forestière de Nancy a conceptualisé ce que c'était que la filière bois, ce qui n'existait pas avant. On ne parlait pas beaucoup d'écologie forestière, un peu quand même à propos des premières réflexions sur les typologies de stations qui se sont développées par après. Que disait la société de tout ça? Elle en disait un peu quelque chose et la presse écologique de l'époque était très critique. Le Sauvage, la Gueule ouverte, c'était une presse assez libertaire, s'en prenait violemment parfois à la gestion de la forêt de Fontainebleau, déjà aux plantations résineuses dans le Morvan, mais tout ça ne provoquait pas une énorme émotion dans le corps forestier. On continuait comme avant. Voilà à peu près l'image qu'il me reste de cette période. Et en fait, le premier virage fort, c'est les pluies acides. C'est 1980. Je vous refais pas le détail, vous le connaissez souvent mieux que moi. Je voudrais seulement m'arrêter à la réaction du monde de la recherche face à des gestionnaires qui attendaient qu'on leur donne des remèdes, des moyens, des trucs pour faire face à ce que le public appelait le Waldsterben, la mort des forêts, c'était quand même pas rien. Et le monde de la recherche a une réaction extrêmement saine, consistant à mettre en place des institutions très durables, des dispositifs plutôt très durables, le JPECOFOR, le réseau Renécofor, le département de la santé des forêts, les sites ateliers, etc., etc. Donc tout ça étant axé sur la compréhension avant de passer aux remèdes et aux astuces que les gestionnaires attendaient. Je trouve pour ma part, vu avec un peu de recul, que c'est à peu près les plus sages décisions de gestion forestière publique qui a été prises au cours des 50 dernières années, quand on cherche bien.
Mais après ces pluies acides a suivi toute une période d'une vingtaine d'années qui était vraiment le temps des doutes, c'est-à-dire qu'après la période un peu euphorique des années 70, d'abord on a eu toute une série de tempêtes plus ou moins importantes dans le Massif central, en Bretagne, en Lorraine, il y a eu des séries de dépérissements, les prix du bois se sont retournés, voir là aussi le graphique de tout à l'heure de Jean-Luc, où on voit que 1980 était vraiment un pic historique, ça veut dire que les moyens de gestion étaient plus les mêmes qu'avant. Et ça veut dire que les gestionnaires ont commencé à s'interroger sérieusement. Je vous renvoie à un autre article de la Revue forestière dont je vous laisserai chercher l'auteur, qui date de 1991 dans le numéro 3 et qui dit, je cite, que les incertitudes écologiques et principalement climatiques étaient, je cite à nouveau, l'enjeu le plus important pour la sylviculture des décennies qui viennent. Fin de citation. Toute cette période a convergé, si je peux dire, vers savoir un véritable tsunami en 1999, la dernière semaine du millénaire, avec les tempêtes Lothar et Martin. Là aussi, tout le monde s'en souvient, donc je ne les décris pas. Je voudrais simplement dire, étant à l'époque dans une organisation forestière, l'ONF, mais d'autres gens étaient dans d'autres, qu'on a eu l'impression ensuite, pendant à peu près 2 ans, d'être dans un tambour de machine à laver où on pense les plaies, on essaye de faire ce qu'il y a de plus urgent. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir. Et là aussi, pour rendre à nouveau un hommage à quelques responsables de recherche, les bonnes initiatives, celles qui avaient un peu de recul, sont venues à nouveau de certains organismes de recherche, notamment le retour d'expérience, l'expertise collective qui a été montée par l'INRA et le CEMAGREF tout de suite après les tempêtes. Et je veux citer le nom d'Yves Biraud qui avait eu un rôle particulièrement important. Et le même exercice qui a été refait, cette fois-ci en variante franco-allemande, après la sécheresse canicule de 2003, et cette fois-ci je citerai les noms de Guy Landman et d'Erwin Dreyer, si je ne dois pas trop les faire rougir, mais puisqu'ils avaient eu là aussi une grosse implication dans ces dispositifs. Alors, que conclure de ce premier volet gestion publique, c'est que en période de crise, le plus important, c'est d'essayer de comprendre. Après, il faut trouver des remèdes, bien sûr, mais il faut essayer de comprendre avec un peu de recul, et c'est pas toujours facile. Deuxième volet, quand on sort du tambour de la machine à laver ou quand on en est sorti un peu brutalement, ce qui a été le cas de certains, on passe à un autre volet qui est celui des politiques environnementales et de la démocratie environnementale et des crises. Alors le monde de l'environnement, pendant toute cette période, les crises, il a connu la crise climatique, inutile d'insister, la crise de la biodiversité, inutile d'insister aussi. J'insisterai plus par contre sur la crise démocratique et sur le fait que vraiment pendant cette période, la violence est apparue comme étant un moyen d'expression presque normal, logique, que tout le monde attend dans les vrais enjeux environnementaux un peu lourds. C'est pas complètement nouveau. Dans les années 70, il y avait eu le Larzac, Creys-Malville, on ne faisait pas dans la dentelle. Mais là, à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, on a franchi un cran de plus dans lequel il apparaît naturel finalement que des zadistes et des forces de l'ordre se livrent à des guerres de tranchées et personne ne pense que la non-violence et la non-puissance chère à Jacques Ellul, ça peut aussi être une bonne façon de discuter, ça peut parfois produire de meilleurs résultats, mais pour ça il faut un peu de méthode. Les politiques environnementales ont apporté des réponses assez précises à ces situations. Et il y en a une sur laquelle je veux insister beaucoup, parce que le monde forestier en a peu parlé, c'est la charte de l'environnement de 2005, charte constitutionnelle qui, d'une part, à propos des crises, a sanctuarisé, si je peux dire, les principes de prévention et de précaution, on en a beaucoup parlé, mais cette charte a fait autre chose qui, à mon avis, est encore beaucoup plus important, c'est qu'elle a consacré 3 droits nouveaux
Le premier étant le droit de bénéficier d'un environnement équilibré et respectueux de la santé, c'est pas tout à fait rien. Le deuxième étant le droit d'accéder à toutes les informations publiques concernant l'environnement, et le troisième étant le droit donné à toute personne, pas seulement à tout citoyen, ni à tout groupe de personnes tirées au sort, ni à tout corps intermédiaire, de participer à l'élaboration des décisions publiques environnementales. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent on croit que les politiques publiques sont faites, y compris la politique forestière, sont faites pour faire le bonheur des gens, telles qu'ils pourraient être inventés par un démiurge situé n'importe où, à l'Élysée par exemple, alors qu'en réalité les politiques publiques sont faites pour donner à tout le monde la possibilité de bénéficier des droits qui leur sont reconnus. Par exemple, le droit de bénéficier d'un environnement sain et respectueux de la santé. C'est un droit, c'est pas un cadeau qu'on fait aux gens. Donc c'est important, et curieusement, le monde forestier n'a pas choisi cette entrée pour mener ensuite ses réflexions. À mon avis, c'est un peu dommage. Il est aussi, je dirais, dans la foulée, resté à l'écart de quelques évolutions. La création du grand ministère de l'Environnement en 2007, personne n'a parlé de la forêt. Le Grenelle de l'environnement, qui a été la première opération réelle de conférence des parties prenantes, qui a été vraiment très développée, pas de forêt là-dedans. L'évaluation environnementale comme outil de dialogue avec la société, c'est devenu quelque chose de très structurant, c'est très peu présent dans les démarches forestières. Et tout ça me paraît poser une question lourde qui est pourquoi est-ce que le monde forestier, qui dit beaucoup que tout ce qu'il fait, il le fait pour l'ensemble de la société, mais il en discute tout seul dans des commissions de la forêt et du bois, parce que les arbres sont en bois, il n'y a pas de doute là-dessus, mais pas plus que ça. Et je pense que ça devrait interroger. Troisième volet, troisième pas de porte, c'est une petite forêt privée familiale. Donc là, on change brutalement de décor. Vous pouvez vous demander pourquoi j'en parle. Vous le verrez dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette forêt? C'est un petit massif de 57 hectares au pied du ballon d'Alsace sur le versant alsacien, donc au sud du Haut-Rhin. C'est une sapinière étrée qui a été acquise par un de mes arrière-grands-pères à la fin du 19e siècle. Elle a pour particularité de n'avoir eu que 2 gestionnaires en 90 ans, mon père puis moi. Et en plus, comme c'est lui qui m'avait formé, on a fait des choses assez continues. Et ces choses continues, ça consistait à dire qu'il fallait à tout prix privilégier tout ce qui était naturel. Donc on n'a jamais mis un plan en forêt, en terre, dans cette forêt depuis 90 ans. On a fait des travaux de desserte routière, mais pratiquement aucun travaux sylvicole. Tout était dans le martelage et le soin attentif porté. Où est-ce que tout ça a mené? En 2018, à une espèce d'autosatisfaction béate du gestionnaire de l'époque, disant mais tout ça c'est magnifique, c'est une forêt résiliente comme dans les livres. Il y a des peuplements étagés, mélangés, il y a du sous-bois là où il faut, tout ça, on se fait vraiment plaisir et nous, on est quand même nettement meilleurs que les autres. Tout ça a volé en éclats d'un seul coup sur un an, en 2019, et on a tout d'un coup eu l'impression que plus rien n'était sous contrôle, et la même forêt magnifiquement résiliente d'il y a 3 ans, maintenant elle est parcourue de grandes trouées d'arbres secs ou dépérissants ou déjà exploités, et donc c'est plus aussi joli à voir qu'avant. Alors tout ça s'explique, on n'était pas très loin de la limite naturelle de l'aire de la sapinière étrée, donc il suffisait de pas grand-chose pour que les conséquences se fassent sentir, c'est ce qui s'est produit, mais le principal enseignement que moi j'en tire à ce stade très rapide, et avant même de savoir ce qu'il faut faire derrière, c'est que la démarche assez prométhéenne, moi je sais ce qu'il faut faire pour que la forêt se porte bien, elle trouve ses limites quand la nature, elle, a décidé de faire autre chose que ce que nous, on avait décidé. C'est ce qui s'est produit là, en gros. Cela me conduit à ma conclusion de cette rapide réflexion avec 3 idées. La première déjà émise, c'est que face aux crises, la première chose, c'est d'essayer de comprendre et de prendre du recul. Même si la crise, ça incite à réagir vite, en fait, il faut réagir vite, mais pas trop quand même. La deuxième, qui est souvent exprimée par des philosophes, mais dont, avec ces expériences concrètes, moi j'ai eu l'impression de prendre conscience vraiment très concrètement, c'est
c'est que l'humanité, nous tous, nous sommes dans la biosphère, on n'est pas au-dessus en se disant qu'on pilote la biosphère pour la faire aller là où on veut. En réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on est confronté là aux limites du précepte historique cher aux forestiers au cours du temps de ma formation. Imiter la nature, hâter son œuvre, c'était très bien il y a 40 ans. C'est plus du tout la bonne règle maintenant, me semble-t-il, et il faut s'y habituer. Troisième point, et c'est celui que j'ai développé à propos des politiques environnementales, c'est que tout ça, c'est des décisions collectives de société. Alors, et pas des décisions individuelles d'un gestionnaire ou même d'un organisme public comme l'ONF, ni même comme l'État tout seul. Alors, je voulais, mais pour faire bref, je vais me limiter à un des deux. Je voulais faire appel à deux témoins de moralité. Le premier, c'était Serge Audier, qui est un philosophe et historien des idées. Je vous renvoie quand même à la lecture de tout ce qu'il a écrit sur l'âge productiviste et sur la cité écologique. Dans deux de ses bouquins récents, vous verrez qu'il y a vraiment de quoi réfléchir sur quelques thèmes que j'ai développés. Et je me limiterai au second et je conclurai là-dessus. Le second, c'est Aldo Léopold, qui est l'un de mes auteurs préférés. Beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est un forestier, écologue, l'un des pères fondateurs américains de l'éthique environnementale. Je vous propose de l'écouter brièvement. D'abord, dans un passage où il se moque très gentiment de nos approches technicistes de gestion de l'environnement. Je cite: notre problème actuel est un problème d'attitude et de mise en œuvre. Nous remodelons l'Alhambra à la pelleteuse et nous sommes fiers de notre rendement. Nous n'allons pas abandonner la pelleteuse qui, après tout, nous a rendu bien des services. Mais nous avons besoin de critères d'une plus grande douceur et d'une plus grande objectivité pour l'utiliser avec succès. Comment peut-on dire autant de vacheries aussi gentiment? Mais il nous livre aussi une réflexion sur la compréhension de notre responsabilité éthique dans les crises. Je cite à nouveau: la route de l'écologie est pavée de bonnes intentions qui s'avèrent futiles parce qu'elles sont dépourvues d'une compréhension critique de la Terre, aussi bien que de l'usage économique qu'on en fait. À mesure que la frontière éthique se déplace de l'individu à la communauté, son contenu intellectuel augmente. Et il ajoutait: une éthique peut être considérée comme un guide pour faire face à des situations écologiques si neuves et si complexes ou impliquant des réactions si lointaines que le chemin de l'intérêt social ne peut être perçu par l'individu moyen. Tout ça a été publié il y a 72 ans, traduit en français il y a 25 ans. Je les livre aux réflexions de votre colloque et je vous remercie. Merci beaucoup, Michel, pour cette introduction très éclairante et qui place la barre très haut pour la suite de nos discussions. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de lancer un débat immédiatement, mais nous appelons vos questions. N'hésitez pas à utiliser les fiches questions qui sont à votre disposition pour lancer des questions et Michel pourra répondre en différé.